question de débat. Là aussi, je vais prendre 5 points. Le premier point, quand on voit le contenu, et c'est l'absence d'une évaluation objective de l'expérience. Tout simplement. Tous les rapports de ce type commencent toujours par une évaluation de l'expérience. Non pas simplement pour taper sur X ou sur Y, mais c'est pour tirer les leçons de l'expérience. Justement, pour que face à l'avenir, on sache quelles sont les erreurs qu'il faut éviter, quelles sont les choses qui sont inspirantes. Et que, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le rapport du cinquantenaire a commencé par faire le bilan de 50 années de développement, avec ce que ça a de positif, ce que ça a de négatif, etc. Et là, c'est quand même déroutant de lire un rapport où je ne vois rien, nulle part. Alors ça et là, il y a de manière très, très partielle et partiale encore, toujours des bribes. Mais quand même, ce qui fait l'économie de ce pays, ce qui fait les politiques économiques de ce pays, ne figure nulle part sur les 20 dernières années. C'est comme si on a l'impression que autant on est face à un système politique qui a fait le bilan du règne précédent, mais aujourd'hui se refuse à faire plus un bilan à mi-chemin, un bilan d'étape, mais quand même un bilan. Comment comprendre que aucune évaluation des grands chantiers? C'est un problème. Comment comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on n'évalue pas sereinement, je dis bien, les grands chantiers? Dans les grands chantiers, pas que de mauvaises choses. Il y a des bonnes choses, mais les mauvaises choses. Est-ce qu'on peut? Je ne sais pas. Est-ce que c'est inscrit dans la Constitution? Je ne sais pas si c'est inscrit dans la Constitution qu'on ne discute pas les grands chantiers. Les plans sectoriels. Tout le monde se pose des questions. L'abandon du plan national et substitution de par les plans est extrêmement problématique. Les accords de libre-échange, aujourd'hui, on est en train de les remettre en cause en catimini. On est honte de le dire. Mais ce n'est pas la question. La question n'est pas de remettre en cause. La question, c'est d'abord d'évaluer, d'apprécier, d'analyser. Alors, j'aimerais bien qu'on comprenne quel est l'objet. Du point de vue de l'analyse des problèmes de l'économie marocaine. Je vous donne un exemple. Tout le monde, aujourd'hui par exemple, constate un paradoxe extraordinaire. On a un taux d'investissement parmi les plus élevés dans le monde et des investissements qui ne génèrent ni assez de croissance, ni assez d'emplois. En termes économiques, ça se résume à travers le fameux ICOR. On a un ICOR. Alors, quand en 2015, le rapport du HCP était sorti, on était autour de 7 à 8, j'ai fait mon calcul récent, on est à 12. On est à 12. Quand la Corée est à 3. Comment qu'on m'explique, en toute objectivité, je dis bien, qu'on m'explique comment comprendre cette problématique-là sans analyser, par exemple, les grands chantiers qui sont en fait le cœur de l'investissement. Les éléphants blancs qui jalonnent le territoire aujourd'hui. Les problèmes de choix d'investissement. Et ce ne sont pas simplement des questions de pertinence des choix, c'est aussi des questions d'efficacité, d'efficience. Sincèrement, c'est pas, je ne dis pas qu'il faut faire je suis pas en train de dire qu'il fallait faire absolument l'évaluation de l'expérience parce qu'elle serait bonne ou mauvaise. Je dis qu'il fallait la faire pour comprendre, tout simplement. Et que
sans l'avoir fait, faute de l'avoir fait, on ne peut pas comprendre les grandes questions de l'économie marocaine aujourd'hui. On ne peut pas répondre. Je vous dis, par exemple, au niveau des objectifs. Objectif, faire passer le taux d'investissement du privé, la part du privé de 35 à 60. Très bien, j'espère. Je ne souhaite que cela. Parce que la situation actuelle est tout simplement incompréhensible. Incompréhensible. On est dans un pays où on cultive l'économie de marché et le secteur privé depuis 60 ans, et on se retrouve avec un taux d'investissement où c'est l'État et ses établissements publics qui font les 2/3. Bon, j'espère qu'on y arrivera. Mais si on ne comprend pas au niveau des choix d'investissement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que j'investis, mais ça ne génère pas de taux de croissance, ça ne génère pas d'emploi. On ne peut pas avancer. Bien. Alors, donc, en vérité, je pense que là aussi, on n'a pas voulu faire on n'a pas fait. Et vous voyez, je ne vois pas comment je peux comprendre qu'on n'ait pas abordé cette question aussi essentielle, aussi utile pour l'analyse et la compréhension, ben, tout simplement, si ce n'est tout simplement par crainte que l'analyse et donc l'évaluation, ben, forcément va conduire à une remise en cause. C'est évident. Et la remise en cause est interdite. On touche les lignes rouges. Peut-on parler d'autre chose que des lignes rouges? Si on trouve le moyen de ne pas parler de ce qui fait l'économie marocaine aujourd'hui, est-ce que ça n'est pas? S'il y a une autre explication, je suis preneur, hein, honnêtement. Mais moi, avec mes petites possibilités, je ne vois pas une autre parce qu'on ne veut pas évaluer, parce qu'en évaluant, on se trouverait en situation d'avoir à remettre en cause. Cette remise en cause n'est pas permise. C'est la même chose de choix beaucoup plus fondamentaux, par exemple beaucoup plus longs, que sont par exemple le choix pour l'économie de marché, pour le secteur privé, pour le taux d'export. Ce sont des choix fondateurs, on le sait. Mais là aussi, essayons de nous comprendre. Ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi des choses. Et tout à l'heure, je veux aller dans le fond. Constater aujourd'hui, par exemple, comme je l'ai dit, que l'économie de marché, 60 ans après, n'est pas arrivée à s'imposer devant l'économie de rente. Ok, c'est un constat. Mais plus important, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi l'économie de marché ne s'impose pas face à la rente? Voilà une grande question qui méritait quand même une réflexion. Plutôt que de s'attarder, bon, je sais bien, je vais peut-être y revenir si j'ai le temps, la rente, c'est devenu politiquement correct. Et donc on en parle, bien sûr, tout le monde parle aujourd'hui de la rente. Il y a un temps, quand on parlait de la rente, on disait vous êtes des gauchistes. Maintenant, tout le monde, très bien. Mais sauf que, dans ce rapport, je suis désolé, la rente est réduite à une expression presque insolite. La rente, c'est ce qui ne permet pas l'accès à un certain nombre de secteurs, des jeunes entrepreneurs qui veulent investir, qui veulent travailler. Oui, ben, ils se retrouvent devant une impossibilité d'accès. Est-ce que la rente se réduit à ça? Ça, c'est, oui, bien sûr que c'est là. Est-ce que ça se réduit à ça? D'ailleurs, c'est intéressant quand même de le préciser. Moi, j'ai même la page. On ne dit pas, par exemple, les agréments. Les agréments qui sont là, ça, c'est vraiment l'autorité. Je suis le pouvoir politique, je vous donne l'autorisation, la pêche hauturière, agrément pour transport, etc. On ne dit pas qu'on veut faire supprimer, faire disparaître les agréments. Je peux vous donner la page. On dit simplement qu'il faut simplifier les procédures. On voit bien qu'on est là face à quelque chose de dur. Pourquoi? Ben là, encore une fois, je pense qu'on ne peut pas avoir de divergence entre nous. On sait depuis longtemps que la rente est une méthode de gouvernement. C'est une méthode de gouvernement. C'est le pouvoir politique qui consolide son assise sociale et économique en livrant des privilèges. Et ce
ce faisant, il se constitue une clientèle politique, laquelle devient en symbiose. Son intérêt objectif correspond à celui du pouvoir. Et donc, c'est une construction. Comment parler de rente sans la situer dans cette réalité? Donc, j'ai dit les questions de fond. Pourquoi? La même chose, mais j'en ai déjà parlé, je ne vais pas reprendre. Pourquoi? Après 60 années, effectivement, de subventions, d'encadrement, de crédits bonifiés, etc., pour le secteur privé, ben on arrive à une situation, effectivement, où le taux d'investissement, la part de l'investissement privé de 35%. Et la question, encore une fois, pourquoi? Au-delà du constat lui-même, pourquoi? Moi, je pense sincèrement que là, on n'a pas besoin simplement. Les économistes, à mon avis, ne sont pas très utiles. Franchement, moi, je crois que là, on a besoin de sociologues, d'anthropologues, de géopoliticiens. On a besoin de disciplines qui vont faire le travail d'intelligence, des ressorts, de l'essence de cette catégorie sociale, de ces relations, de ces liens, je dirais, malsains avec l'État, de sa dépendance éternelle de l'État, de son incapacité de se développer autrement que par la rente. Bref, de ses choix. Pourquoi a-t-elle décidé, par exemple, la désindustrialisation du pays pour aller dans l'immobilier? C'est quand même, je veux dire, on ne peut pas se contenter d'expliquer ça simplement par des indicateurs économiques. Il faut aller dans les ponts. Et je pense que franchement, la Commission, là, par exemple, aurait gagné à avoir ce type d'approche. Ça nous aurait en tout cas fait avancer. En tout cas, je pense que c'est une question qui aurait mérité un travail plus approfondi. Deuxième point, la nouvelle doctrine de l'État. La nouvelle doctrine de l'État. Alors, là aussi, je ne vais pas, tu en as parlé dans le guide, l'État dans tous ses états. Voilà, tout simplement. L'État stratège, développeur, investisseur, entrepreneur, régulateur, protecteur, je ne peux personnellement qu'applaudir. On a longtemps on a été porteur de ça. Donc j'applaudis. Très bien. Pourvu. Maintenant, on a tout dit, sauf une chose. On n'a pas dit que cet État devait être démocratique. Tout simplement. Démocratique. Pas dit. Ici. Alors, expliquons-nous bien. Alors, je reviens simplement à la Constitution. Pour qu'on parle de choses sur lesquelles maintenant on est. Parce que tout simplement, les responsables eux-mêmes le reconnaissent. La Constitution de 2011 n'a pas institué un État démocratique. Allez, on veut être gentil, on dit semi-démocratique en voie de. Mais la Constitution de 2011, est-ce que j'ai besoin d'instituer? Est-ce qu'elle institue, par exemple, la véritable séparation des pouvoirs? Non. Donc, si la Constitution ne permet pas aujourd'hui d'avoir les conditions d'un véritable État démocratique, et que je sache, vous n'avez pas prévu une réforme de la Constitution d'ici 2035. Bon, attends, de toute façon, ça n'est pas prévu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cet État-là, qui n'est pas démocratique, qu'on veut ériger en État développeur, stratège, investisseur, entrepreneur. Honnêtement, encore une fois, je te suis quand tu dis assimiler l'État fort
à l'État autoritaire serait une bévue. Je peux comprendre. Mais simplement, je demande à ce que tu m'expliques. Qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions pour qu'il n'y ait pas cette bévue? C'est ça la question. Je veux dire, est-ce que dans les conditions de la Constitution, je dis bien, dans les conditions de la Constitution actuelle, qui produit un État autoritaire. Là aussi, il faut qu'on s'entende. Si on n'est pas, si tu me dis qu'on est aujourd'hui face à un État qui n'est pas autoritaire, bon, ben alors, mais il me semble que justement, si on veut prévoir un dépassement, c'est parce que la situation actuelle est celle d'un État autoritaire. Enfin, est-ce que je ne peux quand même pas, même dans ce débat-là, est-ce que je dois quand même rappeler qu'à l'heure où nous parlons, un journaliste est en train de mourir dans sa cellule. Est-ce que je ne peux pas, moi, en tant que citoyen, là, je peux balancer ma condition d'économiste. J'y arrive. D'économiste. Je suis un citoyen. Je ne peux pas, aujourd'hui, ne pas parler des atteintes graves, inédites même, aux droits de l'homme. J'ai parlé de Raïsouni qui est en train de mourir, des dizaines de journalistes, des dizaines, des centaines peut-être de citoyens aujourd'hui. Quand même le département d'État américain, on arrive à déplorer la situation, alors croyez-moi. Donc, je répète, la situation actuelle est prévisible parce que encadrée par une constitution qui n'est pas prévue, en tout cas pour l'instant, de réformer. Et bien cette situation-là, comment cet État-là il est déjà fort, peut devenir encore plus fort sans être autoritaire. Il faut qu'on m'explique, c'est tout. D'autant plus que, alors, la déclinaison régionale est juste le Wali est le maître d'œuvre de tout le développement dans la région. Là, vous savez, là aussi, on n'est pas dans la fiction. C'est déjà ce qui se passe. Regardez ce qui se passe à Rabat. C'est tout. C'est tout. À Rabat. Je peux vous assurer, alors vous me parlez de la participation, je peux vous assurer que les élus ne sont pas au courant des projets. Ils sortent comme nous dans la rue, ils voient tel projet, tel truc, tel autre. C'est qui, quoi, comment? Démocratie délibérative. Je veux dire, si le modèle à généraliser dans les autres régions serait celui qui est déjà à l'œuvre à Rabat et probablement ailleurs, je peux vous assurer que c'est inquiétant. C'est extrêmement inquiétant. Alors, alors un mot sur le secteur privé. Je pense qu'on a déjà dit énormément de choses. Là aussi, je veux bien comprendre, je veux bien t'écouter quand tu dis que ce n'est pas la même chose, que on ne fait pas que répéter ce qu'on a déjà fait depuis des décennies, c'est-à-dire les subventions, les incitations. Je veux bien. Mais encore une fois, il faut que tu m'expliques où est la rupture. Où est la rupture? Tout ce qu'on dit. Alors, la rupture, elle serait au niveau de la rente. Bon. Moi, je suis de ceux qui disent pour majorer le faire. Mzien, si on fait ça. Si peu, mzien. C'est pas une rupture. On va pas où est la rupture. Dernier point, ou l'avant-dernier, pardon, la souveraineté. Alors oui, ben, évidemment, on peut pas, il faut dire un mot de la souveraineté. Là aussi, on est dans merci Covid. Et Covid a permis que la même chose, de ce mot de souveraineté. Quand on était quelques-uns ici à le dire il y a quelques temps, nous sommes des altermondialistes, nous sommes des nihilistes. Covid arrive, la démonstration est faite. Très bien. Marhaba, la souveraineté, c'est très bien. Mais là, encore une fois, faut pas que ça, parce que c'est politiquement correct, il ne faut pas que ça s'arrête là. Parce que moi, ce qui m'intéresse,
c'est le contenu. La souveraineté, je veux dire, dans les écrits internationaux, elle a un contenu. Souveraineté, c'est d'abord la capacité de maîtriser ces politiques publiques. La souveraineté alimentaire, c'est la capacité de maîtriser ses choix de politique agricole, d'abord et avant tout en fonction des besoins de la population, la demande interne, du marché interne. C'est ça, la souveraineté. Je lis souveraineté et je vais voir les 2 ou 3 pages qu'il y a sur la politique agricole. Que je sache, ni le plan marron vert, ni Génération Green qui va jusqu'en 2030. On est sur les 2/3 de cette à 2035. Ni Génération, ni PMV, ni Génération Green ne changent, par exemple, le modèle productiviste, le modèle agro-exportateur, qui est au cœur des choix de politique agricole, n'est remis en cause par personne. Alors, de quoi parle-t-on? Souveraineté alimentaire, c'est quoi? On continue les mêmes productions, on continue les mêmes choix. La même chose pour l'énergie. À mon avis, je veux dire, une des parties les plus intéressantes. Mais en même temps, bon sang. Quelle frustration! Logique. C'est pas émotionnel ce que je dis. Mais enfin, quand on lit des pages sur la souveraineté énergétique, et pas un mot sur Samir. Il n'y a pas un mot. Le mot la Samir. Et là aussi, croyez-moi, je ne parle pas de Samir juste pour là aussi balancer dans le débat une question. C'est pas ça. Parce que Samir est au cœur de la souveraineté énergétique. Tout simplement. Parce que Samir, évidemment, nous sommes, jusqu'à nouvel ordre, dépendants des importations. Mais Samir, la Samir, importer le brut, raffiner. Vous parlez de valeur ajoutée, elle est là, la valeur. En plus du fait que, justement, par cette opération, elle faisait l'amortisseur, ce dont on aurait tellement besoin aujourd'hui, l'amortisseur entre le marché mondial et le marché intérieur. Les 5000 agonisent. Je constate que depuis 2015, la commission arrive, depuis 2 ans, chaque membre de cette commission suit l'actualité. Je ne peux pas, c'est évident. Pas un mot. Comment expliquer ça autrement que par les lignes rouges? Qu'on explique. C'est tout. Bien. Alors, dernier point, et après, rassurez-vous, le reste va aller plus vite. Alors, sur les dispositifs de transformation, pas les transformateurs, les dispositifs de transformation, rassurez-vous. Ça, c'est un peu l'alternative. Je peux vous assurer les fameux 5 leviers de changement. Alors, le numérique, l'administration, le financement, les Marocains du monde et la coopération. Alternative, les leviers du changement. Difficile d'échapper à cette première impression, une montagne qui accouche d'une souris. Lisez les autres rapports, lisez les rapports de 2005, lisez le rapport de 2010, autrement plus ambitieux. Bon, on a compris, puisque justement les lignes rouges ne permettent pas, on a fait le pari, on fait le choix de ne pas parler de changement politique, de réforme politique. On a fait le choix de ne pas parler des grandes réformes économiques qui peuvent toucher la planification, qui peuvent toucher les investissements, on a fait le choix de ne pas parler de tout ça. Eh bien, quand on a enlevé tout ça, qu'est-ce qui reste? Le reste. L'administration, le numérique, le bon. Ok, d'accord. Je vais ici parler, rassurez-vous, je ne vais pas parler du tout. Un seul point.
le financement. Alors, là aussi, soyons clairs. Je vais juste parler de ce point. Et après, je passe au dernier point, c'est terminé. On le sait, le financement, c'est vraiment le test de crédibilité par excellence. Vous auriez pu me faire le meilleur rapport imaginable du monde. Arrive le moment du financement, je vous tiens. Vous avez un modèle de financement crédible qui accompagne, bravo, vous êtes sérieux, vous êtes crédible. Vous ne l'avez pas, racontez l'histoire. C'est tout. C'est le nerf de la guerre. Bien. Alors, de quoi qu'est-ce qu'on nous dit? D'accord? L'effort à fournir est important. 4%, 10%, très bien. L'amorçage, très bien. Après, d'abord, et c'est pourquoi je vous ai dit au départ, j'ai fait la distinction entre la synthèse, etc. Lisez la synthèse. Probablement que 80 à 90% des gens ne liront que celle-là. Il n'y a rien. Il n'y a qu'un seul mot, l'endettement. L'endettement incontournable, c'est le mot. L'endettement est incontournable. Bon. Mais dans le rapport, eh bien oui, on parle d'endettement, comme tu l'as dit, pendant la période d'amorçage, incontournable, mais on parle aussi d'IDE, de PPP, de participation de l'État. Très bien, ok. Qu'est-ce qui est original dans tout ça? Je vois pas. Passons. J'arrive à la fiscalité. Et croyez-moi, la fiscalité, j'en parle, c'est pas parce que j'y connais des petites choses. La fiscalité, parce que là aussi, analytiquement, dans le cadre d'une économie comme l'économie marocaine, qui n'a pas de rente pétrolière, qui n'a pas de rente particulière, qui n'a que son économie coincée, le système, la fiscalité, doit être la principale chose, doit couvrir le fameux taux d'autosuffisance fiscale, doit être supérieur à 80% si on ne veut pas entrer dans l'impasse de l'endettement, enfin le tunnel de l'endettement. C'est ça qui met en évidence l'importance de la réforme fiscale. Alors, on nous dit, d'abord, c'est que c'est quand même assez, là aussi, curieux, mais je ne peux pas, dans cette discussion franche entre nous, ne pas soulever ça. On commence d'abord par minimiser l'importance du potentiel fiscal. On dit ici 2%. 2 ou 3%. 2-3%. 2 à 3%. C'est écrit noir sur blanc. 2 à 3%. Tout simplement, moi, je vais lire des rapports de la DEPR, ministère des Finances, de Banque Mondiale, deux rapports qui sont tombés sur 2 années, en 2018 et 2019. Donc récents. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils sont d'accord, une fois sur ces deux chiffres. 6-7% du pays. C'est-à-dire que le potentiel fiscal est de 6-7%. Et il faut bien qu'on s'entende quand même. Un point de PIB, c'est 11 milliards. C'est 11 milliards. Si c'est 3%, c'est 33 milliards. Si c'est 7%, c'est 77 milliards. Bon, attention, je ne suis pas en train de dire que ces rapports sont d'une fiabilité extraordinaire. Je ne suis pas ça. C'est simplement pour montrer une idée que tout de même, est-ce innocent qu'on commence par minimiser l'importance du potentiel fiscal. Ok. Et après, alors, je répète, je ne vais pas, j'ai ici les textes. Dans le rapport général, il y a exactement 11 lignes et demie et 5 lignes dans 2 parties différentes. J'ai ici les pages, j'ai les trucs, si vous voulez, je ne vais pas allonger excessivement. Mais dans cette réforme du rapport général, il n'y a rien de tout ça. Il y a tout simplement la réforme de la CGM, pour faire vite, vers les 5, il y a la réforme de la CGM,
Encore les histoires classiques. Baisser l'impôt sur le stock, j'ai expliqué ailleurs chez vous, je crois, c'est une aberration. Baisser aujourd'hui le taux de l'IS, alors que 95% des sociétés aujourd'hui payent 10%. De quoi on parle? De quoi on parle? Est-ce qu'on veut encore baisser à 5%? Bon, ben si c'est ça, qu'on le dise. Ça veut dire qu'on est sur des schémas, des stéréotypes dogmatiques. Baisser l'impôt sur les sociétés. La TVA, bien évidemment. Les dépenses fiscales. Non. Mais l'impôt sur les grandes fortunes n'est pas dans le rapport général. La réforme de l'impôt sur les revenus, c'est-à-dire quoi? Donc, au fond du problème, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'un revenu égal, impôt égal, c'est tout bête, ça s'appelle de l'équité horizontale. C'est même pas de l'équité verticale. Ça veut dire tout simplement que, par exemple, aujourd'hui, l'agriculture, en dépit de tout ce qu'on raconte, quasiment ne paie pas d'impôt. Vous avez un dividende, vous payez 15% ou 10%, alors que le salarié paie 38%. C'est des choses de bon sens. Il n'y a même pas de gauche ou de droite là-dedans. C'est du bon sens. D'ailleurs, alors, quand on ne fait pas de réforme, sur quoi on compte? On compte sur le ruissellement. Voilà. Alors là, c'est-à-dire que, je veux dire, honnêtement, là aussi, j'ai du mal à imaginer qu'on ait pu, je ne peux pas croire que des esprits brillants qui sont au fait de tout cela, qui savent par exemple que la théorie du ruissellement dans le domaine social est une plaisanterie. Là, on passe du ruissellement social au ruissellement fiscal. Et on nous dit que la croissance va par elle-même générer de nouvelles recettes, donc élargir l'assiette. Alors, même, laissons de côté ça. Parlons économie, outil d'analyse économique. Chacun connaît que justement, vous savez que cette capacité d'élargissement de l'assiette fiscale pour générer des ressources repose sur quelque chose de très important. Ça s'appelle l'élasticité. L'élasticité. Le système fiscal, tel qu'on l'a, n'est pas assez élastique pour justement faire en sorte que une croissance génère plus de ressources. Et justement, il n'y a pas d'élasticité. Pourquoi? Parce que les parties de l'assiette fiscale qui peuvent prospérer ne sont pas assez imposées. Je reviens à l'agriculture. Prenons par exemple, vous allez tous comprendre. Prenons aujourd'hui l'agriculture. Cette année agricole, c'est une bonne année. C'est une très bonne année agricole. Le PIB agricole augmente. Est-ce que les recettes fiscales de l'agriculture augmentent en conséquence? Non. C'est ça l'inélasticité du système. Et donc, même dans cet état d'esprit, même si je retiens l'idée du ruissellement, mais il faut que j'ai un système qui soit assez élastique, dont le taux d'élasticité soit suffisamment élevé pour autoriser. Bon, alors, le dernier point, et j'arrête. Mais bon, je ne vais même pas parce que la dernière, c'est les perspectives, en fait. C'est la faisabilité, c'est la soutenabilité. Et en fait, on sait, ça repose sur deux mots, le fameux pacte national et le fameux mécanisme. J'ai prévu de dire, je sais pas, je pense que je vais faire comme toi, je vais aller en deux mots, en réalité, très, très, très vite. Le pacte national, a priori, moi je ne suis pas contre l'idée d'un pacte national. Je ne suis pas contre. Toute la question, c'est pour que ça marche, il faut que chacun y adhère, pour que chacun y trouve son compte. Il faut que chacun s'y retrouve. Or, dans la situation actuelle, eh bien, je veux bien comprendre, je suis, vous dites
que le pacte n'est pas écrit, qu'il est très bien, très bien. Mais sauf que je pose la question, qui va écrire ce pacte? Qui va le négocier? Qui va le négocier? C'est ça la question. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas en train de parler de dans 5 ans, 10 ans, on parle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rapport de force que chacun peut constater. On a un État fort et une société faible. Et c'est cet État fort et cette société faible qui vont négocier. Je peux vous dire que dans ces conditions-là, je peux raconter ce qu'on veut sur les partis politiques, etc. Ce qui est essentiel, c'est que dans ces conditions, le pacte ne peut être que d'une sorte de contrat léonin. Et tu l'as dit tout à l'heure, mon cher Kamel, dans un deal de ce type, un deal de ce type ne peut que susciter la frustration. Et la frustration, elle nourrit la défiance. Tu as parlé du défaut de confiance. La défiance. Comment voulez-vous que ça puisse marcher? Le mécanisme, alors moi je le dis, je l'ai écrit, donc je ne fais que répéter, sincèrement, c'est une consécration. C'est une consécration et une pérennisation de la monarchie exécutive dans ses plus belles expressions. C'est pas autre chose. Je veux dire, on efface, on l'appellera comme on veut. Concrètement, ça sera quoi? Ça sera un certain nombre d'individus qui sont au palais royal ou autour du palais, en tout cas au niveau de l'instance suprême de l'État. C'est cette commission ou cette instance qui va alors assurer le suivi, l'évolution, bref, le maître d'œuvre de ce modèle. Alors, on a juste envie de poser la question, et là, c'est pour répondre, c'est quand même assez curieux de parler à certains, je sais par exemple de l'administration. L'administration parle de reddition des comptes. Mais enfin, en l'occurrence, où est la reddition des comptes? Voilà une commission qui définira nos choix stratégiques, qui gérera au moins nos choix stratégiques, qui rendra compte au chef de l'État, mais lequel chef de l'État, de par la Constitution, ne rend compte à personne. Est-ce qu'on n'est pas là simplement en train de reproduire ce dont on se plaint jusqu'à maintenant? Un des grands problèmes. Pourquoi le modèle n'a pas marché? Pourquoi les choix n'ont pas réussi? Il est là. Il est dans le fait que ceux qui décident les choix, qui ont failli, ont fait leur choix sans légitimité démocratique, ont géré dans la dilution des responsabilités. On est dedans. Cette commission serait responsable devant qui? Si la première partie de ce plan ne marche pas, moi, citoyen lambda, je demande des comptes à qui? Au gouvernement qui fait des programmes de mise en œuvre? Ah non, c'est pas. Donc, on voit bien qu'on est dans un schéma qui perpétue, consacre et perpétue toutes les tares, tous les défauts, je dirais, de l'échec qui a justifié la constitution de cette commission et la rédaction de ce rapport. Merci, cher Najib, une intervention passionnante et passionnée.